BX1 +, toujours plus d'actu. C'est la page culture. On va vous proposer un petit retour en arrière, un flashback de 75 ans environ. On va parler d'Interférence. C'est un livre qui sort maintenant aux presses universitaires de Namur et qu'on doit à Céline Raz. Bonjour Céline, merci d'être avec nous. Merci Interférence, c'est votre thèse de doctorat que vous avez un petit peu retravaillé pour la proposer au grand public. C'est une étude sur ce qui s'est passé au moment de la libération dans le domaine de la radio. Et donc en particulier à l'INR, donc l'Institut National de radiodiffusion. On peut dire que c'est un peu l'ancêtre de la RTBF. C'est tout à fait l'ancêtre de la RTBF. Je ne commets pas d'impair en disant ça. Et votre objet d'étude, c'est donc effectivement la période de l'épuration. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la libération, en sachant que pendant la période de la guerre, ce qui émet à Bruxelles, c'est Radio Bruxelles. C'est une radio qui est donc sous le contrôle de l'occupant allemand. Est-ce qu'on peut dire que cette épuration, elle n'a pas toujours fait dans la nuance ? Ah oui, elle a été... en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est forcément un peu précipité. Il y a un gros besoin de justice ou de vengeance, c'est selon. Et donc, finalement, on va mettre en place une répression parallèle à la répression judiciaire. Ici, c'est vraiment consacré à l'épuration. Donc, c'est une épuration administrative qui concerne une collaboration beaucoup plus anodine, beaucoup plus ordinaire. Les petits employés de la radio qui n'ont rien fait de si grave que ça, que pour passer au tribunal, mais qui finalement ont parfois pu rompre une distance patriotique et donc être jugés par leur père. Oui, ce que vous racontez, donc effectivement, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes d'épuration. Il y a le phénomène judiciaire avec l'auditorat militaire, et puis il y a les instances internes qui sont mises en place par le monde de la radio lui-même. C'est une demande des autorités politiques. C'est le gouvernement en exil qui, dès le début, a dit à la libération, ceux qui ont fait de la radio avec les Allemands, ils pourront peut-être pas continuer. Oui, alors, mais ça, c'est peut-être justement ce qui fait aussi que cette épuration est complexe à la radio, c'est que l'INR, c'est un organisme parastatal. Donc il y a bien une initiative politique pour organiser une épuration administrative à l'échelle du pays, mais la radio, est-ce que c'est vraiment une administration ? Elle peut prendre aussi ses libertés, elle fonctionne comme un métier indépendant, et donc elle va à la fois se calquer sur les ordonnances générales et à la fois gérer ça en interne, avec un certain nombre de libertés qu'elle prend pour pouvoir décider de qui on garde et qui on met dehors. Alors c'est très bruxellois, quand même, comme histoire, puisque évidemment ça se passe en partie place Flagey ou place Sainte-Croix, en tout cas dans les anciens bâtiments de la RTB qui abritent l'INR. On passe au parc de Bruxelles aussi, où on installe, les Allemands installent des émetteurs, par exemple. Ça pose très fort la question aussi, votre recherche, sur qu'est-ce que c'est la liberté artistique ou la responsabilité artistique ? Parce que ce que vous expliquez, notamment un des exemples qui revient souvent, ce sont les musiciens. Les musiciens, donc à l'époque à la radio, on a des grands orchestres qui jouent en direct à la radio. Il y a un orchestre symphonique pour la musique classique, il y a un orchestre de jazz pour la musique plus populaire à l'époque. Ces musiciens-là, le fait d'avoir joué de la musique, c'était un acte de collaboration. Donc on a quand même 262 musiciens qui sont concernés, c'est énorme. Et autant justement, la collaboration, elle est déjà difficile à définir au pénal. La collaboration radiophonique, ça n'existe pas. Mais alors, au niveau administratif, c'est vraiment une gymnastique incroyable de pouvoir dire qu'est-ce qui est coupable, quand s'arrête un comportement professionnel, patriotiquement acceptable. Le cas de la musique est vraiment très particulier et c'est vrai que la plupart des musiciens ont repris le travail sous l'occupation parce que déjà en 1940, c'est vrai que c'est assez compliqué d'envisager ce que va devenir cette radio-là, qui ne s'est encore jamais... c'est une radio qui est à peine née, qui n'a jamais eu l'occasion de se vautrer dans la propagande. Et puis, c'est vrai que les musiciens ont cette fonction toute particulière où ils ne voient pas vraiment ce qu'ils font de mal en jouant de la musique. Est-ce que jouer de la musique pour des Allemands, devant des Allemands, est-ce que jouer des maîtres allemands, c'est vraiment collaborer ? C'est une question compliquée pour les juges autant que pour les épurés. Ouais, mais pour ceux qui vont faire le travail de relancer la radio après-guerre, ça c'est clair. Le fait d'avoir joué pour les Allemands, c'est de la collaboration. Alors c'est pas tout si clair. L'orchestre de jazz va être sanctionné. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a 25% des musiciens qui vont être mis dehors. Donc à partir de ça, on peut se dire que oui, ils considèrent que jouer de la musique... Si on veut être très précis, c'est le fait d'avoir joué dans des organismes
journalisme dans des organisations typiquement allemandes, donc soit des concerts pour l'armée allemande, soit d'avoir enregistré avec des firmes de disques allemandes, qui va clairement être sanctionné. Voilà, c'est ça. C'est pour avoir simplement joué à Radio Bruxelles, ça passe encore. Quand on regarde ça de nos yeux d'aujourd'hui, on est en 2021, ça nous semble assez fou. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience que ce qui s'est passé en 44, 45, 46, on est dans une autre époque par rapport à nos yeux d'aujourd'hui. Oui, et puis l'ambiguïté de toute cette époque nous semble vraiment insaisissable. Je ne sais pas si, en fait, en tout cas, nous aujourd'hui, je ne crois pas. Moi, je ne l'ai pas, je ne sais pas si vous l'avez, mais je ne donne pas cette définition-là à la collaboration. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on assimile quand même ce phénomène à une adhésion idéologique, au fait de rallier le grand projet nazi, tandis que ce qui était de la collaboration au sortir de la guerre, ça a vraiment sanctionné des comportements professionnels qui, a priori, n'ont absolument rien à voir avec des idées politiques, avoir accepté une promotion, avoir changé de poste ou quoi. Donc vous racontez par le menu toutes les sanctions administratives, notamment ceux qui ont eu une promotion pendant l'époque allemande, ils repartent à zéro. C'est-à-dire qu'on efface leur promotion, ils reculent en arrière. Il faut retrouver la hiérarchie, oui, c'est ça, la pyramide hiérarchique d'avant-guerre. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des règlements de compte ? Alors, il y a énormément de règlements de compte. C'est sans doute la particularité d'un règlement entre pairs où forcément, en fait, ceux qui vous jugent et puis ceux qui vont témoigner contre ou pour vous, ce sont tous vos collègues. Et donc, c'est clair que l'épuration, elle a vraiment une mission extrêmement symbolique de pouvoir assurer la rédemption idéologique du média. Mais à côté de ça, elle se heurte, elle rentre en interférence avec d'autres obstacles. Et un des obstacles, c'est le fait que ça se juge dans un entre-soi. Et donc, forcément, il va y avoir toutes des vexations, des frustrations personnelles qui vont pouvoir trouver un nouveau terrain d'expression à la libération et sous couverture finalement de l'épuration se résoudre ainsi. Alors ça c'est donc l'épuration administrative mise en place par les autorités de l'INR à l'époque. On précise quand même qu'il y a eu un processus judiciaire, il y a eu des peines de mort qui ont été il y a eu plusieurs peines de mort, c'est vrai que ça semble pour des gens de la radio. Voilà, ça semble assez insensé de condamner des intellectuels à la peine de mort. Aucune de ces peines n'a été exécutée. Il y a toujours un décalage entre l'épuration ou la répression annoncée et la répression réalisée. Alors ce que vous expliquez aussi, c'est qu'il y a plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au moment même de la libération, on est très très dur. Et puis après, il y a des révisions, des contestations. Et au final, il y a certaines sanctions qui sont revues, d'autres qui ne sont pas appliquées. Est-ce que ça a été facile d'écrire ce livre, Céline Rass? Et en fait, je connais déjà la réponse. En fait, non, il y a un tabou. C'est très difficile de trouver les archives. Et il y a encore des archives qui sont protégées. On ne veut pas que ça nuise aux personnes ou à leurs descendants. Ouais, donc ça, c'est vrai que ça pose question, je pense, dans un État démocratique comme le nôtre. Et c'est valable pour les deux pendants. Ici, on a bien dit qu'il y avait répression judiciaire et épuration administrative. Alors, au niveau judiciaire, ce sont des archives, depuis que la justice militaire a été supprimée, ce sont des archives qui sont versées aux archives générales du Royaume, mais dont l'accès n'est conditionné qu'à l'autorisation du Conseil des procureurs généraux. Et c'est, alors, théoriquement, pour un kidam, c'est compliqué, sauf si vous justifiez vraiment le lien familial. Même pour moi, c'était vraiment compliqué. En fait, je n'ai pas eu accès. Alors, heureusement, c'est un procès médiatique, j'ai pu faire sans. Et alors, pour les archives administratives, normalement, les archives de l'INR ont été versées aussi aux archives générales du Royaume, sauf celles-là, qui sont à la VRT. Et en fait, il y a cette peur, finalement, frilosité, on va dire. Cette frilosité qu'on écrive une histoire à charge, peut-être, qui entache encore les réputations, alors que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de mettre le doigt sur des mécanismes et de finalement avoir une histoire assez sereine et dépassionnée de ces pages-là. Écrire une histoire qui est sérieusement documentée. Si c'est si compliqué et si ça nous paraît si énorme ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est parce que la radio n'a pas le même poids qu'aujourd'hui. On est donc en 39-45 ou 40-44. Le média dominant, c'est la presse écrite. Le challenger, c'est la radio. Mais c'est la radio qui a joué un rôle déterminant avant-guerre, on va dire, dans la montée du fascisme, du nazisme, à partir des années 30. Et c'est à ce moment-là que la radio devient l'instrument de la propagande par excellence. Et les Belges étaient un petit peu naïfs par rapport aux Allemands. On peut dire ça aussi. Oui, on peut le dire. Donc la radio, c'est vrai que la presse écrite est importante, mais la radio, elle dévoile ce potentiel de pouvoir parler au-delà des frontières. Alors nous, en Belgique, on est assez attentistes. On a vraiment une vision fidèle à celle des pionniers. Vous écrivez, il y a un chiffre qui résume tout, je crois. C'est la puissance des émetteurs. Donc c'est 15 kilowatts
pour la radio belge et c'est plus de 1000 kilowatts pour la radio allemande. Je me rappelle plus le chiffre. Moi, j'ai plus les chiffres non plus en tête, mais voilà, le décalage c'est un est rapport de saisissant 1 à dans 12, l'investissement, c'est ça. Donc c'est très noble, hein, parce qu'il y a cette vision de donner aux médias, d'en faire un instrument de paix dans les démocraties comme la Belgique et la France, tandis qu'en Allemagne, on arme véritablement la radio. Et c'est vrai qu'elle va jouer un rôle crucial. On connaît le rôle de Radio Londres, qui a été aussi peut-être surestimé, mais qui est essentiel durant cette guerre-là. Et c'est justement parce que c'était le seul média qui permettait de parler. La presse écrite ne permettait plus aux Belges de l'extérieur de parler aux Belges de l'intérieur, qu'en revenant, on a compris que c'était un vrai lieu de pouvoir et qu'il allait falloir lui rendre ses allures démocratiques, puisqu'il avait été bien souillé dans cette guerre. Voilà, on a peut-être une guerre de retard, on va dire ça comme ça. À l'époque, il y a plein de choses dans cet ouvrage qui est... c'est l'inverse de l'ordre chronologique. C'est-à-dire vous commencez par les procès de la libération et de l'épuration, puis vous remontez dans le temps pour nous expliquer ce qui s'est passé pendant la guerre, à quel point les Allemands ont utilisé cette arme-là, à quel point le gouvernement belge en exil a aussi essayé de l'utiliser, avec notamment un émetteur au Congo. Enfin, il y a plein de choses dans cet ouvrage. Ça s'appelle Interférence, sous-titre Radio, collaboration et répression en Belgique 39-49. Merci beaucoup, Céline Raz. C'est aux presses universitaires de Namur. Tous ceux qui s'intéressent à la radio, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, tous ceux qui s'intéressent à Bruxelles peuvent lire cet ouvrage. Merci beaucoup. On tourne une dernière page de pub et on retrouve Sabine Rigolaïm.